Ça. Moi, je me demande toujours pourquoi ma grand-mère même ne m'a jamais raconté cette histoire. On nous disait toujours, il y a eu des trucs. Notre civilisation a complètement été détruite. Je pense que c'est la conséquence que nous vivons aujourd'hui, complètement la conséquence du fait que nous n'avons pas de repères, parce qu'une civilisation a été détruite. Et nous sommes hyper jeunes dans un modèle qui a été construit, qui nous a été imposé. Moi, je suis guinéen. J'ai connu Félix Moumié en personne. Wow. En Guinée, il y a des écoles primaires qui portent son nom. Il nous revient aujourd'hui d'être acteurs de notre avenir. On a l'impression que les gens sont complètement désabusés. Bon après-midi tout le monde, bonjour, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement aujourd'hui à Payo-Cornavin. Alors je me présente, je suis Estelle Barum-Hughes, je suis tout simplement une lectrice assidue et honorée de vous présenter deux auteurs de mon pays, le mien, le Cameroun. Merci à la librairie Payot et à azania.ch, l'agenda, d'avoir co-organisé cet événement, cette rencontre, et aussi merci aux auteurs ici présents que je vais vous présenter dans une minute, qui ont fait le déplacement malgré un agenda très très chargé. Merci beaucoup. Alors veuillez chaleureusement accueillir messieurs Max Lobé et Blik Bassi, que vous allez entendre dans quelques minutes. Ok, alors que dire? Max Lobé et Blik Bassi sont tous deux originaires du pays Bassa au Cameroun. Ils ont l'un comme l'autre entrepris un chantier innovant et bouillonnant sur la langue franco-camerounaise qu'ils prennent à bras le corps et manient fièrement pour notre plus grand bonheur. C'est particulièrement heureux de les avoir ici aujourd'hui parce que, au-delà de ces similitudes, ils représentent dans leur fiction deux faces d'une même pièce en quelque sorte. Ils prennent des chemins parallèles pour arriver quelque part pour arriver au même endroit. Mais c'est l'exploration qui est intéressante. Alors, Blik Bassi, avec son Moabi Cinéma, nous fait entrer dans la peau de jeunes Camerounais qui rêvent de Mbeng, c'est-à-dire de Paris, c'est-à-dire de France, c'est-à-dire d'Europe, n'est-ce pas? Je vois que les Camerounais sourient, comprennent tout à fait ce que je veux dire. Alors, Max Lobé, lui, dans Confidence, opère au contraire ce qu'on appellera un retour aux sources à travers la voix d'une vieille femme, hein, voilà, jeune homme, vieille femme, vous voyez l'effet de miroir. À travers le discours d'une vieille femme, Monsieur Lobé va donc explorer la guerre d'indépendance au Cameroun, nous ramener à une page très très importante de notre histoire camerounaise. Donc leurs deux visions se contrastent et se complètent. Du coup, vous allez devoir acheter les deux. Hein? On ne pourrait pas choisir. Il faudra lire les deux pour vraiment comprendre cette réalité camerounaise, et vous me contactez après, je vous délivrerai votre passeport camerounais si vous ne l'avez pas déjà. Nous allons donc demander à Blik Bassi, à Blik Bassi et puis à Max Lobé ce qu'ils pensent de cette citation de Mongo Betty que l'on trouve dans Perpétue et l'habitude du malheur. Il y a le frère de Perpétue qui se plaint que l'Afrique est ravagée par trois grands fléaux: la dictature, l'alcoolisme et la langue française. Alors, est-ce que c'est aussi votre approche lorsque vous explorez cette culture camerounaise, cette identité camerounaise écartelée entre Yaoundé, Douala et Mbeng?
ou est-ce que vous avez une autre approche que ce frère de Perpétue de la langue française? Nous allons demander d'abord à monsieur Blik Bassi qui vient d'un peu plus loin, hein, on est très courtois nous en Suisse, hein, de nous expliquer comment est-ce qu'il aborde cette identité camerounaise dans son livre. Et ensuite nous écouterons Max Lobé qui est du coin et aussi du Cameroun qui nous parlera de l'identité camerounaise telle qu'elle est explorée dans Confidence. Blik Bassi. Bonjour, très heureux d'être là pour partager ce moment incroyable avec vous. Et c'est des sujets qui sont super précieux pour moi, importants, et je pense que malheureusement on n'aura pas assez de temps pour en parler longuement, mais je vais essayer de parler, de donner un peu ma vision, celle que j'ai voulu à travers ce roman. Essayer d'étayer à peu près ma vision parce que parler d'identité camerounaise en fait c'est parler tout simplement d'identité africaine, parce que lorsqu'on est camerounais, on est gabonais, on est centrafricain, parce que nos frontières n'ont pas été définies par nous-mêmes, elles ont été définies par ceux qui nous demandent un visa aujourd'hui quand on a envie de partir, sachant qu'un être humain est fait par essence est un migrant, c'est quelqu'un qui part d'un lieu à un autre, partir de la ville de Yaoundé au village. Moi je suis né au Cameroun, maintenant je suis en France et je parcours le monde, et donc voilà, l'identité du Cameroun, c'est l'identité de l'Afrique, mais c'est l'identité aussi tout simplement d'un être humain sur la terre. Quand on voit bien que le véritable problème qu'ont nos jeunes aujourd'hui qui ont envie tous de partir, c'est tout simplement parce qu'ils vivent dans un environnement qu'ils ne comprennent pas. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux et on avait une période qui était compliquée. La période la plus compliquée était celle où, lorsqu'on était débutant dans le club, on laissait une manière de se battre où on se battait juste avec ses réflexes, on se défendait lorsqu'on était attaqué, pour apprendre une autre manière de se battre. Et lorsqu'on arrivait dans le club et qu'on était ceinture blanche, ceinture jaune, on se croyait fort parce qu'on se disait maintenant, je suis au club, je fais des arts martiaux et je peux me battre. Pourtant, c'était la période la plus délicate parce qu'on avait laissé son ancienne façon de se défendre. Et là, on était débutant d'une autre manière de se battre. Et l'Afrique se trouve exactement, je pense, à cet endroit où malheureusement, on n'a pas eu la chance qu'ont d'autres civilisations, parce que je parle de civilisation parce que souvent on dit que l'Afrique n'est pas civilisée. D'ailleurs, dans nos langues, dans nos propres langages, en Afrique, on dit je vais te civiliser. Souvent, on a l'habitude de parler comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que notre civilisation a complètement été détruite. C'est aussi, je pense, c'est la conséquence que nous vivons aujourd'hui, complètement la conséquence du fait que nous n'avons pas de repères, parce qu'une civilisation a été détruite. Et nous sommes hyper jeunes, dans un modèle qui a été construit, qui nous a été imposé, ensuite légué, et avec des référentiels qui ne concernent en rien notre environnement, qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes essentiellement, parce que nous sommes tous faits par notre environnement. Les gens ici sont de couleur, en Suisse, sont de couleur blanche parce qu'ils vivent dans un lieu qui fait que l'environnement, c'est l'environnement qui conditionne chaque espèce humaine. Et malheureusement, nous, on n'a pas tenu compte de notre environnement. On est venu, la civilisation a été complètement détruite à cause non seulement de l'esclavage, de la colonisation et tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on nous a légué une structure que nous ne maîtrisons pas du tout, comme un char dans l'eau, comme si on léguait un char. On disait, ok, il faut que tu te démerdes, mais voici un char que tu ne sais pas conduire. On dit, il y a un chef qu'on appelle le président, à qui on donne le volant. Lui-même, il ne sait pas le conduire. Avant, il avait un char construit par eux-mêmes. Mais on leur a demandé de quitter ce char-là pour rentrer dans un nouveau qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils sont dans l'eau. Or, à chaque secousse, tout le monde se demande qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est exactement ce à quoi aujourd'hui, quand on parle de dictature, ça me fait rire. Parce que malheureusement, la dictature, c'est des mots. On ne peut pas parler de dictature déjà quand on ne sait pas d'où on vient, quand on n'est pas... quand les référentiels et les bases de des lieux où nous vivons ne nous appartiennent pas.
on ne peut pas parler de dictature parce que même ceux qui nous gouvernent ne savent même pas où ils vont. Ils ont pris la responsabilité d'une structure qu'on leur a léguée, qu'ils n'ont pas créée. Parce qu'il faudrait qu'on ait nos modèles à nous. Chaque société a ses modèles. Et donc juger, et aujourd'hui ces pays sont jugés sur des modèles qui ne leur appartiennent pas. Et on leur dit, ah toi t'es pas assez démocrate, toi t'es pas assez ceci. Mais les mecs ils savent, c'est même pas leur modèle à eux. Cet environnement dans lequel ils vivent ne correspond, en fait ce qu'on leur a donné ne correspond pas à l'environnement dans lequel ils vivent. Et malheureusement, voilà, parler d'identité aujourd'hui, c'est d'abord d'aller repartir, de parler de notre histoire, d'ailleurs, le roman de Marx que j'ai commencé à lire, justement, le fait de ressortir ces histoires est super important parce qu'on est obligé, pour mieux avancer, de comprendre d'où on vient, de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, de nous réconcilier, nous-mêmes aussi, avec cela. Parce que ce n'est que ça qui nous amènera à comprendre et à faire un état de lieu de l'endroit, de l'environnement dans lequel nous vivons, et aussi qui nous aidera peut-être à dire que peut-être nous, pour gouverner, pour que les gens soient épanouis chez nous, il faut un président qui met 200 ans au pouvoir. Pourquoi pas? À partir du moment où les gens sont heureux, c'est le plus important. Ce n'est pas le fait de changer le président tous les 5 ans parce que l'Occident a décidé de faire ainsi. Et d'ailleurs, je suis sûr que si l'Occident décide aujourd'hui que le modèle d'un bon président, c'est 100 ans au pouvoir, nous, on va aussi, ça va devenir le modèle. Et donc, voilà, c'est pour dire qu'il nous revient aussi à nous, avant de pouvoir aller plus loin, de refaire le point avec qui on est réellement, quels sont nos différents repères, qu'est-ce que notre environnement, parce que c'est l'environnement même qui nous oblige, souvent on fait comme si on l'ignore, mais c'est l'environnement qui décide de ce que nous sommes, ce que nous mangeons, ce que nous vivons, ce que nous respirons, est décidé par notre environnement. Donc je pense qu'il est important de prendre conscience de ça, et moi je pense que l'identité, notre identité, justement pour l'instant on n'en a pas une. Il faudrait que nous revenions à l'essentiel, et à partir de ce moment là on pourra parler de véritable identité. Justement, ces thèmes-là sont abordés dans Moabi Cinéma de façon très originale à travers, par exemple, le thème de la spiritualité, la prière matinale, le thème de la taloche, les punitions corporelles et tout ça. Toutes ces choses qui sont établies depuis des décennies, depuis des siècles dans la culture occidentale, mais au sein desquels il existe encore un débat et un dialogue au sein de notre propre culture. Donc vraiment, et tout ça avec une tonne d'humour. Nous allons aussi maintenant passer la parole à Max Lobé qui va justement nous dire comment lui, il voit cette exploration de l'identité qu'il a et des valeurs qu'il a entrepris dans Confidence. Bonjour, merci beaucoup d'être tous là. Vraiment, je suis très honoré d'être à côté de Blink, qui est juste une sorte de mastodonte pour moi. J'ai téléchargé tous ces albums, je les fredonne, et quand je ne comprends pas, j'appelle ma mère qui vient d'arriver là. Voilà, salut. Voilà. Quand je ne comprends pas, j'appelle ma mère pour lui dire « Ah, je n'ai pas compris tel mot en passant ». Il me dit « Mais moi-même, je ne connais pas. Il faut demander peut-être à telle tante ». Et je ne dis pas ça pour rien, parce que finalement, cette langue bassa que nous avons en commun, c'est un élément important de l'identité dont parlait Blink. Et cette langue, je l'ai apprise en Suisse, alors que j'ai vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais on nous disait tout le temps que c'était très mauvais de parler les dialectes et qu'il fallait parler juste le français. Et j'avais des bribes, des réminiscences, parce qu'il y a toujours une bombo qui va arriver qui dit « Mais toi, cet enfant, je t'envoie acheter les oignons, tu me dis que tu ne comprends pas ce que c'est que l'oignon en bassin. » Et donc, il restait des petites bribes comme ça. Et quand j'arrive en Suisse, évidemment, j'ai dit avec ma soeur, mon beau-frère qui lui est tessinois, il parle italien évidemment, il parle anglais, français. On n'a pas d'espace pour faire de commérage, ma soeur et moi. Si je veux lui dire quelque chose, je veux mal parler, même pas avec des guillemets, de mon beau-frère, comment je fais? Alors j'ai commencé à me dire, peut-être le bassa c'est la langue qui va me sauver. Et petit à petit, aujourd'hui j'ai des instruments qui me permettent de rentrer par exemple au Cameroun pour faire confidence et de rencontrer cette dame-là et de briser la glace directement en parlant bassa avec elle. Et cette identité qui a été volée, qui a été arrachée tout à l'heure, c'était un extrait de Mongo Betty qui dit que le français c'est l'une des 3 choses qui posent problème, en tout cas à l'Afrique francophone. Je ne pense pas. Je pense que le français est la seule chose, et je pèse mes mots,
la seule bonne chose que la France ait laissée en Afrique. Le reste, je ne vois pas. Je ne vois pas. Sans les Français, par exemple, toi et moi, on ne se comprendrait pas, parce qu'on n'a pas tout à fait le même dialecte. Mais ça ne veut pas dire que on ne doit pas davantage enseigner nos langues traditionnelles. On m'a dit récemment, mais il n'existe pas tel mot pour signifier. Je dis, mais les Chinois, ils font comment? Vous n'avez qu'à inventer le mot en Bassa, ou l'expliquer d'une certaine façon pour qu'on comprenne que ce mot-là existe. Si on a traduit la Bible en Bassa, on peut traduire aussi confidence en Bassa. Parce que je ne vois pas le mot qui pourrait exister dans confidence ou dans le mois du cinéma qui n'est pas dans la Bible, par exemple. Et maintenant, pour l'environnement, moi je me dis c'est tout le sujet compliqué. Notre papa est là-bas au Cameroun, où il est ici à Genève, je ne sais pas où il se trouve à ce moment. Mais j'ai envie de dire que peut-être, comme Blick disait tout à l'heure, c'est pas vraiment la durée que quelqu'un fait au pouvoir qui... parce que ça sert à rien de changer tous les 5 ans et puis on se retrouve toujours dans le désordre. C'est plutôt qu'est-ce qu'on veut de manière intrinsèque. Mais là, c'est une réflexion énorme. Il y a le philosophe Felwine Sarr qui a écrit récemment Afrotopia, que je recommande entre autres, qui mène une vraie réflexion sur quels sont les modèles sociaux, les modèles économiques, les modèles politiques que l'Afrique pourrait avoir. Mais en fait, on ne devrait pas parler d'Afrique comme s'il s'agissait d'une entité uniforme. Non. Même le Cameroun et le Gabon, qui sont plutôt des frères avec les femmes, déjà on voit des différences. Même si je prends encore en pays Bassa, un Babili et un Longa, c'est absolument pas la même chose. Donc, je me dis c'est beaucoup plus, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'on ne le pense. Un jour, je disais à ma mère, quand je vais rentrer au Cameroun, je vais apporter la démocratie directe. Je serai président et je vais apporter la démocratie directe. Et elle me dit, hein, dans quel pays? Il dit, mais au Cameroun. Elle me dit, et tu vois, j'ai dit, je vais imposer, je vais sauf imposer. Elle me dit, donc tu seras dictateur. Je lui dis, bah, dictateur très démocrate. Donc, c'est très compliqué ces choses-là. Je me dis, l'essentiel, c'est de trouver une sorte de compromis à la Suisse. Où on peut, chacun fait un petit pas, on essaye de s'entendre, on essaye d'avancer. Et je termine avec l'identité. Parce que dans les livres de Blick, on voit très bien ces jeunes qui sont perdus. Ils ont terminé, ils ont eu le bac, ils entrent à l'université. C'est bizarre, en tout cas moi j'ai fait l'université au Cameroun, j'ai eu mon bac assez tôt. Quand on entre à l'université au Cameroun, la première année en tout cas, on se dit mon Dieu, sauve-moi de là. Sauve-moi de là. J'étais à l'université de Douala, 16 ans. Je me suis dit mais je ne peux pas étudier là. Et tout le monde rêve de l'Europe. Alors aujourd'hui, avant, moi je me souviens, il y a encore 12-13 ans, on proposait même l'Ukraine, maintenant on propose Azerbaïdjan, on propose... Et le fait de montrer des images où il y a des blancs, ils se disent c'est l'Europe. Je lui dis mais vous ne pouvez même pas regarder sur internet pour vous rendre compte que Azerbaïdjan là c'est pas l'Europe. C'est comment? Ils partent et je dis c'est parce que on ne va pas simplement dire que le pays ne propose pas quelque chose pour ces jeunes, parce que c'est vrai que c'est fort, c'est caillou au pays, vraiment, c'est difficile. Mais on a toutes ces personnes qui rentrent aussi d'Europe, les linguistes, qui leur montrent que c'est ça le Moabi Cinéma qui est très intéressant. Mais je me dis que ces jeunes, par rapport à l'identité, si on leur avait parlé de leur racine, si on leur avait dit d'où ils venaient, si on leur avait dit quel a été le combat de leurs ancêtres pour que ce pays soit un semblant de ce qu'il est aujourd'hui et un semblant de ce qu'auraient voulu les aïeux, si on leur avait donné l'occasion d'être fiers d'eux-mêmes, ils ne seraient pas là à avoir un regard porté vers l'extérieur. Ils seraient là à se dire comment est-ce qu'on fait pour continuer, pour que le combat soit férin, pour mieux s'en sortir. Non. On leur a retiré cette histoire que je raconte de la guerre d'indépendance du Cameroun. Maintenant, même quand je demande à mes petits frères qui ont 16-15 ans, nous, on n'en parle pas. Et c'est gravissime quand même. On ne peut pas avoir un pays où
une histoire assez récente, hein. On ne parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a 500 ans, non, de la deuxième moitié des années 50 du siècle dernier. Et j'entends toujours, ah la France, ah il, ah... Non, mais j'entends. Est-ce que c'est la France qui fait le programme scolaire? Peut-être sur les livres à choisir, hein. On sait qu'il y a quelques groupes achètent et tout. Oui. Je parle de structure léguée. Voilà. Et à un moment, il faudrait aussi que nous-mêmes nous puissions nous dire comment est-ce qu'on fait pour transmettre ça. Moi, je me demande toujours pourquoi ma grand-mère même ne m'a jamais raconté cette histoire quand j'étais petit. On nous disait toujours, il y a eu des trucs, il y a eu des événements. Mais jamais on ne... Et en plus, il ne fallait pas. Il ne fallait pas parler de Oumniobé, surtout pas publiquement. On chuchotait son nom comme ça. Et même ma mère qui est là, et je la cite quelque part dans le livre, quand je lui dis que je rentre dans mon village, elle me dit, tu vas faire quoi dans le village des sorciers? On va te tuer là-bas. C'est pas pour te choquer, hein, maman Micha. Non, mais on nous a toujours dit, non, il ne faut pas aller dans la forêt, il ne faut pas aller dans... Mais je suis un gars de la forêt, je suis désolé. Aujourd'hui, je rentre, pas avec une fierté particulière, hein, mais simplement parce que je me dis, je suis de là, alors je vais là. Si on veut me tuer, qu'on me tue, alors il y a quoi? Il y a quoi? Donc c'est ce que je peux te dire. Et justement, par rapport à cette notion de tabula rasée, de table rase par rapport à notre histoire et même de peur, parce que je me rappelle aussi que quand j'étais petite, qu'on disait les maquisards vont t'attraper, ça voulait dire, alors que les maquisards sont ceux qui ont combattu pour notre liberté. Ils étaient les Djunju Kalaba. Voilà, les Djunju Kalaba, c'était les personnes qui étaient devenues des monstres qui allaient t'attraper la nuit dans ton sommeil, comme le croque-mitaine en fait, tu dis bien. Donc du coup, il y a tout un travail à faire, tout un travail dont la théorie a été évoquée par Blix et par Max, mais je vous rassure, leurs bouquins ne sont pas des discours philosophiques lourds sur ces questions-là, mais c'est plutôt la mise en œuvre de ces idées dans des fictions qui sont très truculentes, très humoristiques et qui vraiment ils vont vous emmener au Cameroun et vous allez vouloir y rester. Attention, et vous allez devoir demander le visa à votre tour. En tout cas, merci beaucoup à Max et à Blick pour ces idées, cette discussion vraiment riche. C'est le moment maintenant de poser quelques questions avant d'avoir l'opportunité de recevoir une copie signée de votre... Parce que moi j'ai envie de boire. Voilà, Max, toujours intéressé par les choses concrètes, me demande s'il y a un cocktail quelque part. Alors ça va venir. Okay. Et il y aura aussi un petit peu de musique camerounaise, donc restez par là. Hein. Payo va se tropicaliser. Je suis très ennuyée parce qu'on avait prévu justement un traiteur qui devait nous fournir un buffet que j'essaie de joindre désespérément depuis 1 heure. J'ai pas du tout de réponse. On attend toujours, on espère. Okay. En tout cas, il y aura la musique. De dédicace il y aura la musique et la dédicace. Mais on a juste quelques minutes maintenant pour une ou deux questions, quelques interventions. Par rapport à ce que vous avez développé sur ce style, et puis surtout sur le fait qu'il n'y ait pas de transmission, c'est ce que Max a dit tout à l'heure, c'était compliqué, la transmission historique des parents à l'enfant de l'histoire des pays. Est-ce que ça a un rapport avec l'oralité, je dis l'Afrique, hein, excusez-moi, disons, cette oralité quand même très importante, la parole, le fait qu'il y ait peut-être aussi pas encore cette tradition de la retranscription écrite. Est-ce que c'est peut-être ça aussi, le fait qu'il y ait finalement beaucoup de choses se transmettent par la parole et pas forcément par l'écriture? Oumniobé a laissé beaucoup de lettres, de textes écrits qu'on peut retrouver. D'ailleurs, on peut retrouver certains extraits de ces textes dans des textes de Achille Bembe. Ça veut dire que le travail de la guerre d'indépendance du Cameroun, scientifiquement parlant, a été fait, mais il n'est pas divulgué pour des raisons politiques. Il y a le monsieur qui est juste devant moi,
c'est quoi encore votre nom? Exact. Qui a écrit un formidable livre sur ces années, c'est votre propre expérience, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Et moi, je l'ai lu par hasard parce que ma cousine Fanny Pondo m'a passé le livre. Elle m'a dit, ah, tu m'as dit que tu écrivais sur le Cameroun, tiens, voilà. Mais on n'a pas, je sais pas, quand on parle de transmission, je pense, on est quand même dans les années 50, hein, les gens, il y a des gens bien cultivés au Cameroun. Donc la transmission aussi, c'est plus d'essayer d'ouvrir le blocage politique. Et un blocage politique qu'on comprend tout à fait aujourd'hui. Et pour la transmission orale, parce que même ça, il n'y a pas forcément eu. Quand je lis le grand Pinceau, il ne dit pas vraiment, même quand il raconte qu'il a sauvé son neveu qui a été attaché par... il n'y a pas vraiment, ça reste dans le conte, mais ce n'est pas la transmission du sens « assieds-toi là mon fils, je vais te dire ce qui s'est passé ». Donc c'est ça le truc. Et je voudrais rajouter le problème. Tout à l'heure, je parlais de l'histoire en fait. Hein, l'Afrique a hérité d'une réputation qu'on lui a presque créée, hein, parce que même parler de transmission, parce qu'officiellement l'Afrique ne connaît que la transmission orale, ce qui est complètement faux, parce que ça c'est pas qui est-ce qui a décidé que l'Afrique, est-ce que c'est les historiens africains après avoir fait des études qui ont décidé que, et en fait non, nous n'avons pas eu d'écriture avant. Quand on regarde seulement au Cameroun, il y a l'écriture Bamoun, et avant ça, dans les années 1300, il y avait déjà des écritures africaines. Aujourd'hui sur Internet, on peut le voir. Donc malheureusement, ça contribue à pas mal de choses qui nous ont été léguées. Le fait que notre réputation n'a pas été construite par nous-mêmes. Elle a été construite, c'est-à-dire, et ça on le retrouve non seulement dans l'écriture, mais dans énormément de sujets. Moi, parfois, je discute avec mes amis musiciens qui me disent que ouais, mais la musique africaine n'est pas intellectuelle. La musique, parce que dans les livres, c'est ce qui est écrit. Et on sait bien que la véritable arme, c'est la propagande, et c'est ce qui nous manque. À partir du moment où l'Afrique se rendra compte que, sans compter des différents problèmes de structuration, parce que pour décider à transmettre l'histoire, à transmettre les faits, tout cela consiste d'une structuration, d'un process. Parce que sans ce process, tout le reste n'existe pas. Et aujourd'hui, on voit bien que l'Afrique, elle n'a même pas 50 ans d'indépendance. Donc elle est hyper jeune et on ne peut pas la comparer avec des systèmes. En plus, elle est basée sur des modèles qui ne lui appartiennent pas, qu'on lui a légués. On lui a dit, ok, désormais, il faudrait que tu suives ce modèle que nous expérimentons depuis plus de 1000 ans. Et il faudrait qu'aujourd'hui, en 2016, nous soyons à égalité et que nous faisons des jugements. On juge sur la démocratie, sur le machin. Nous, on l'expérimente déjà depuis 800 ans. Et nous, vous, aujourd'hui, il faut que nous soyons exactement au même niveau et on vous juge par rapport à ça. Donc, ils n'avons même pas 50 ans de pseudo-indépendance, sachant que le président, par exemple, de notre pays aujourd'hui, a connu le colon. Il a participé et il a été là. Et donc, il ne peut même pas, même s'il veut, de manière inconsciente, s'émanciper de cela. Parce qu'il lui est difficile, comme lorsqu'on va en Afrique du Sud, voir que les gens qui ont connu l'apartheid ont du mal à regarder et à marcher. On les revoit marcher dans la rue. On sait très bien qu'ils sont sud-africains. En Afrique du Sud, quand tu es un noir, que tu viens d'un autre pays, juste ta démarche dans la rue, on sait que tu n'es pas de ce pays. Parce que comment tu te portes, parce que le poids de ce que tu portes complètement agit sur toi. Et donc aujourd'hui, à ces différents pays africains qui ont à peine 50 ans, on leur demande, en plus sans parler de la réputation qu'on leur a portée, qu'on leur a proposé dessus, où tout était oral, la transmission. Et moi, ma mère, elle a vécu directement cette période de Oumniobé parce que mon grand-père, notre village était à Sombo, pas loin des Eka, au village de mon grand-père. Et donc pendant 2 ans, ma mère a vécu avec mon grand-père. Il dormait dans la forêt d'un lieu à un autre. Parce que comme on tuait tous les Bassa, et mon grand-père était proche de la famille de Niobé, donc il était obligé de se cacher avec ma mère et mes oncles. Et donc, mon grand-père, quand il me parle, quand je lui posais des questions, je voulais enregistrer, il parle de ça, il chuchote, parce qu'il est traumatisé. C'est même pas une histoire de transmission, c'est que l'histoire est tellement lourde que les gens sont encore traumatisés et qu'ils n'osent pas parler de ça.
Et donc justement, on arrive Il y a notre papa. il y a une question, d'accord. Merci. Je voudrais d'abord remercier mon frère et ami que je connais depuis 30 ans, Chapset. C'est lui qui m'a invité à participer à cette rencontre. Moi, je suis guinéen. J'ai connu Félix Moumié en personne. En Guinée, il y a des écoles primaires qui portent son nom. C'est le premier interprète quand Kwame Nkrumah est venu en Guinée en 1959 parce qu'il est bilingue. Et nous suivons bien l'histoire du Cameroun. Je me réjouis que vous, parce que nous, on quitte le terrain. Avec lui, on était au BIT, moi aussi j'ai fait valoir mes droits à la retraite et tout. Mais dès qu'il m'a invité sur ce sujet, c'est un devoir pour moi de venir. Et je suis heureux de voir que la jeune génération que vous faites et que vous êtes, vous savez, regardez ça. Voilà, Atlas de l'Afrique. Des éléments que vous avez dit se retrouvent dans cela. Parce qu'on a dit les siècles d'or, l'esclavage, la colonisation, les résistances, les défis du XXIe siècle. Tout ce que vous avez dit, certains Africains déjà commencent à réfléchir et à penser sur ça. Il ne suffit plus aujourd'hui de se plaindre. Ceux qui nous ont dominés et colonisés, depuis 1884 à la conférence de Berlin, ils ne vont jamais baisser les bras. C'est à nous de prendre nos responsabilités et de nous mettre, comme vous avez bien suggéré, à l'heure actuelle. Moi je dis, il ne faut pas insulter Patrice Lumumba. S'il n'y avait pas eu leur lutte, tu n'aurais pas eu une place ici. Parce que Belge que tu étais avant, tu n'étais qu'un sujet. Tu ne pourrais jamais venir ici. Et donc, vous avez dit les langues. Il faut revaloriser nos langues en tenant compte du contexte et des réalités, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux termes aujourd'hui qui n'existent pas dans nos langues. Il faut se réajuster. Moi, c'est tout simplement pour vous encourager, vous souhaitez plein succès, et en le faisant, on ne diabolise personne. Même quand il y a eu des colons, nous en Guinée, quand De Gaulle a dit aux Français de partir, beaucoup ont refusé. Ils ont dit, vous avez eu ce qu'on a lutté pour. Donc il y a la solidarité. Quand vous êtes en Suisse ici aussi, vous trouvez des gens qui sont solidaires. Voilà. Donc, quand on réécrit notre histoire, il faut être ouvert, parce que l'Afrique, et c'est ma conclusion, c'est l'hospitalité. Même ceux qui nous ont colonisés, quand ils rentrent aujourd'hui, ils sont bien accueillis. La solidarité. Quand vous êtes africain, j'ai été 5 fois au Cameroun. J'ai été à Douala, j'ai été à la capitale, j'ai été au nord. Quand vous êtes arrivé, on ne vous dira jamais qu'est-ce que vous êtes venu chercher. Dès que vous arrivez, on vous accueille et on fait le sacrifice pour vous donner de naître dans les meilleures conditions. Et comme aujourd'hui la jeunesse africaine, c'est 60% de la population africaine, ça veut dire que le devenir de l'Afrique est entre vos mains. Et donc, faisons tout pour que ce qu'on a subi, qu'on tire les leçons et qu'aujourd'hui, on s'oriente en tenant compte du présent et de l'avenir, mais en sachant que l'Afrique, on n'est pas seul, parce que si on est le seul continent aujourd'hui qui a la Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Atlantique, l'océan Indien, ça veut dire que dans la nature, on a des spécificités et des particularités. Et donc, il faut être ouvert aux autres. Je vous encourage et je vous félicite et je souhaite que cette initiative soit répétée pour d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons encore des questions, je pense. J'ai vu des mains levées. Je voulais juste rebondir, il n'est plus là Dominique, mais par rapport à la remarque sur l'oralité et aller dans le sens de Blic et apporter encore une preuve que ce n'est pas la bonne piste, mais que c'est plutôt le manque de transmission. Il existe même ici. Je n'ai pas joué un rôle dans ces histoires-là. On parle de Félix, mais je l'ai moi-même découvert uniquement grâce à la rencontre d'aujourd'hui, à des liens que Fanny m'a transmis. C'est un obscur rôle tragique et sombre, et il ne nous est pas plus transmis
Donc je pense vraiment qu'il faut plutôt aller chercher du côté politique. Il y a les archives qu'il faut aussi, qui ne sont pas ouvertes. Une quelconque piste culturelle de transmission. C'est des histoires qui sont très très chargées, très lourdes, et nous-mêmes on n'est pas au courant, alors que Genève était au premier rang et pas avec un beau rôle. Je termine confidence avec ça, avec l'assassinat de Mounier. Tu auras le temps. T'en es pas blâmé pour autant. Mais j'entends, ce qui est doublement émouvant pour moi, c'est de savoir que en fait, Roland Félix Mounier vivait à la rue des Paquets. Et moi, je vis à la rue Sismondi. Pour ceux qui connaissent un peu Genève, c'est 4 minutes à pied. Et le bâtiment où il vit, et j'ai des amis, où il vivait en 41, j'ai des amis qui vivaient là. Et je ne le savais pas, je partais tout le temps là-bas, quand on était des jeunes étudiants, faire la fête, et je ne savais pas que dans ce bâtiment-là, c'était l'hôtel où vivait Roland Félix Mounier. Quand je l'ai su, mais quelle émotion! Et de savoir qu'aujourd'hui, le ministère public genevois ferme tout, même les HUG ne nous donnent pas vraiment toutes les informations, et que la personne qui l'a assassiné, le Betchel, a été libérée avec... on connaît son avocat, le Bonan, qui est un avocat remarquable qu'on aime par ailleurs, mais bon, dans ce cas-là, c'est un peu délicat. Mais on voit que la Suisse a toujours su tirer son épingle du jeu et de dire on est neutre, on ne savait pas. Mais attendez, vous saviez très bien qu'il était là pour acheter les armes. Bref, c'est raconté un peu dans ce livre ou dans Cameroun, il y a des documentaires. Aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen de transmettre. Et je voulais rajouter juste que, comme la Suisse, la France et d'autres pays, je pense que le monde est malheureusement fait ainsi, c'est-à-dire chacun se bat pour ses enfants et ses petits-enfants, comme j'aime dire. C'est-à-dire, il revient aux Africains désormais, si on a envie que la vérité soit dite, si on a envie que les choses changent, personne ne va changer la maison du voisin. C'est à chacun de nous, c'est à nous-mêmes de prendre les choses en main, parce que les Suisses se battent pour l'avenir de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants. C'est aux Africains de se battre pour les leurs. C'est pas... je pense que c'est pas aux Allemands d'aller se battre pour que les Français vivent mieux, c'est pas aux Chinois qui se battent pour que les Indiens. Chacun commence d'abord à se battre pour nous. C'est vrai, il y a eu énormément de problèmes de stabilisation. Il nous revient aujourd'hui d'être acteurs de notre avenir, et la chance qu'on a, c'est qu'on a un continent incroyable qui est l'un des continents les plus riches. Et je suis sûr que si on demandait de changer, demandait aux Occidentaux de changer de continent aujourd'hui, ils accepteraient. Et qu'après 10 ans, nous, on chercherait à repartir là-bas. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas une histoire de lieu, c'est une histoire de personne. Et donc, il nous revient à nous de changer l'avenir de nos petits-enfants et de décider de raconter l'histoire. Ils ne veulent pas raconter l'histoire, il n'y a pas de problème. À nous de faire des recherches à travers des actions comme des livres pour sensibiliser et pour transmettre, parce que cela fait partie d'une politique aussi. La Suisse, si ça arrange la Suisse de raconter l'histoire, subitement elle va la raconter. Donc chacun se bat pour ses intérêts. Et donc je pense qu'il nous revient vraiment à nous de faire ce travail. Si ça nous arrange, si ça peut aider nos petits-enfants à mieux se porter demain, à comprendre et à aller beaucoup plus loin et à oser, parce que c'est aussi ça qui donne envie aux gens d'aller plus loin, de se dire que moi, je peux aller sur la Lune, parce que j'ai la possibilité, j'ai la force, et parce que voilà, avant moi, il y a eu tel qui l'a fait, avoir des exemples. Et ça, il revient aux Africains de décider de cela. Il y a eu des problèmes, il y a eu énormément, on a un point incroyable. Donc, doublement, il nous revient justement d'être conscient de cela et de le mettre au travail. La voix de l'Afrique. Ici, nous sommes. Je veux juste dire que je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac. Il y a des Suisses, il y a des Africains, il y a des personnes qui se retrouvent. De l'autre côté de la Méditerranée, il y a un Suisse qui a fait un film sur l'assassinat de Félix Mounier. Je crois que c'est important que vous le connaissiez, que vous alliez le voir. Et il est tout à fait objectif et tout à fait clair sur ce qui s'est vraiment passé. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Donc voilà. Ça, c'est une super belle action. Mais jusqu'ici, on ne voit pas le Camerounais qui font des films sur les problèmes suisses, par exemple. C'est pour dire que voilà, il revient, les Suisses, quand ils ont leurs problèmes, les Suisses prennent les choses en main, ils font des films sur leurs problèmes. Et il revient, moi je ne vois pas l'Africain qui a fait des films sur les problèmes des Français d'il y a longtemps, non. Parce que voilà, ça veut dire que
il est super gentil de faire ça. C'est à nous de raconter aussi notre histoire, c'est vrai. Donc c'est à nous de nous prendre en main et ça c'est un plus en fait, c'est juste une valeur ajoutée à cela. Donc c'est d'abord à nous aussi de raconter notre histoire. Écoutez, vous demandez à l'Université populaire africaine, il y a toute une série de films justement sur des leaders africains qui ont été faits par des Suisses qui s'intéressent très sérieusement à ces questions. Voilà. Je pense peut-être, parce que il y a juste une chose que j'ai remarqué dans le livre de Blick, que j'ai adoré par ailleurs, c'est la façon dont la jeunesse vit aujourd'hui au Cameroun. La fête, l'alcool et tout. Et j'ai vu que j'en parle aussi dans mon texte. Et je me demandais, mais... Parce que j'ai suivi une de tes interventions sur RFI où tu disais, finalement, on leur parle de l'Europe pour essayer de leur cacher les problèmes qu'il y a à la maison. Et on leur dit, allez, buvez. À l'époque, Maman Foni, quand les jeunes sortaient, moi je me souviens, c'était en 2014-2013, les jeunes benzikineurs sont sortis avec les motos faire... en fait, benzikineurs, c'est les conducteurs de mototaxi. Ils sont sortis faire la grève et elle les a appelés et elle leur a dit, bon, mes enfants, prenez d'abord chacun une 66. 66, c'est 33, les 33 exports, x2. Et les gars, ils ont bu 4 bières. Au bout de 4 bières, ils ont oublié la grève. Elle leur a dit, mes enfants, on retourne au travail. Il faut le supporter. J'entends, ce truc de l'alcool et de la musique, moi je refuse pas, hein, je suis un bon vivant, j'aime bien sortir, boire et tout. Mais ce truc de l'alcool et de la musique, je ne comprends pas le Njoka. Le Njoka qui a fermé les yeux aux gens qui font la fête. C'est-à-dire, on leur demande même, est-ce que tu sais que... j'étais au Cameroun encore en 2015, là, j'étais à l'extrême nord. Est-ce que tu sais qu'il y a Boko Haram, il y a eu des attentats, Mon frère, laisse-moi, je prends dans ma bière. On a l'impression que les gens sont complètement désabusés. Il n'y a plus d'espoir, je me dis. Et qu'ils se disent, bon, comme on dit, bête à en boire. Le reste, là, on va voir ça après. Et ça, j'ai retrouvé ça dans les deux, en tout cas, je l'ai retrouvé dans les deux livres, j'en parle maintenant comme si c'était pas le mien. Je retrouve ça dans le livre de Blick et c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment. Je me dis, mais pourquoi à un moment, peut-être parce qu'on ne leur a pas expliqué l'histoire, comme on disait tout à l'heure, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose pour que ces personnes soient un peu plus conscientes du potentiel qu'elles ont. Ouais, je pense que c'est en train d'arriver avec... il y a une dynamique incroyable qui se produit en Afrique. J'ai eu la chance, grâce à la musique, de faire un tournée de 21 pays africains il y a 1 an et demi, où j'ai rencontré beaucoup de jeunes avec qui je fais des ateliers et avec lesquels je discute. Et il y a une dynamique incroyable, et cette dynamique, elle ne vient pas des différents États. Les gens, ils ont bien compris que s'ils veulent que les choses changent, il faut qu'ils se mettent au travail, qu'ils les changent par eux-mêmes. De toute façon, je pense que ça ne s'arrête pas qu'en Afrique, même ici, nos différents politiques en France ou ailleurs. Si les gens veulent améliorer leur vie, je pense qu'il faudra à un moment donné qu'ils soient véritablement acteurs du quotidien en posant des actes. Et ça, il y a pas mal de jeunes qui l'ont compris désormais et qui ont commencé, qui sont dans un processus. Je pense juste, comme je disais encore, c'est que nos pays sont super jeunes, quoi. Et que souvent on l'oublie et que très facilement nous faisons le parallèle avec ce qu'il y a ici. Ce qu'il y a ici, le processus date de très très longtemps. Et je dis souvent que chez nous encore aujourd'hui, il y a des mecs qui ont envie de faire ses besoins, et s'il n'y a personne, il se court, il met derrière la échila rapidement et il se lève, il part. C'était pareil partout. Et l'humain, parce que c'est l'humain qui est comme ça. Ça a changé ici parce que tu sais que tu le fais, il y a peut-être une caméra qui va te voir et qu'il y a une amende qui va arriver, machin, bref. Tu ne peux pas le faire parce que, c'est pas parce que tu n'as pas envie, mais c'est que si tu le fais, tu vas être réprimandé. Donc, malheureusement, on nous a laissé une structure sans comprendre. Moi, je vois à l'époque, je travaillais avec des jeunes avec qui j'organisais des choses dans le quartier. J'allais voir le maire de la ville pour lui demander son soutien et qu'il nous donne la salle afin que je puisse produire ces jeunes. Il me disait, ouais, mais moi, qu'est-ce que je gagne?
Et je lui disais, mais toi tu es le maire du quartier, moi je fais les choses et tu me demandes ce que je fais ton travail et tu me demandes ce que tu gagnes. Et c'est normal parce qu'on a légué une machine et les gens ils ne comprennent pas d'abord à quoi ça sert. Et un modèle qui ne correspond pas, parce que peut-être chez nous, c'est peut-être pas un maire qu'il faut, il faut peut-être dans chaque village un chef de canton, comme ça marchait avant, et qu'après les gens, ils avaient leur système qui fonctionnait. Donc il faut peut-être soit repenser, sinon bien comprendre la structure qu'on nous a laissée, qu'on nous a léguée, et où les gens pensent que maire, c'est je suis chef de terre, il a sa ceinture là, c'est lui le patron de machin, parce qu'il n'a pas eu de formation pour cette structure qu'on a laissée. Et donc je pense qu'il faudra quand même du temps pour que, si on veut suivre le modèle occidental, qu'on la prenne alors vraiment, et si on a envie d'aller vers un autre modèle, que ce soit dans l'économie, on voit bien comment les gens, moi j'arrive souvent, je vois les gens, comment ils vendent les arachides, machin, chacun vend, les attaquants des ateliers se mettent en route n'importe comment. Mais en fait, parfois, avec le recul, on peut critiquer ça, mais derrière ça, il y a un modèle. Malheureusement, ce modèle n'est pas structuré. Moi, je leur dis souvent, si vous utilisez que votre modèle, c'est de s'asseoir sur la route, vendre des arachides là, machin, structurons ça. Parce que c'est peut-être notre manière à nous de faire du business. Mais prenons-le au sérieux et trouvons le process qui va faire que de ça, petit à petit, que nous puissions aller de l'avant pour construire à long terme. En tout cas, le changement arrive avec l'échange et la parole. On va clôturer cette première partie de la discussion avant la signature et le buffet, avec tout simplement une invitation à la lecture, hein. La lecture de l'ouvrage de Blick et de l'ouvrage de Max. Il y a aussi d'autres livres, par exemple celui de M. Leboum, Les Maquisards, qui traite des mêmes sujets. Et en tant que lectrice, je vous invite à explorer la section de littérature africaine ici à Pailleau. Je suis habituée, on trouve de superbes ouvrages de littérature africaine. Continuons à lire, continuons à discuter. Merci beaucoup pour votre présence. On va se déplacer gentiment par là pour la suite. Ce soir, pour ceux qui...